Alors, je vous présente ici Coach Barma. J'essaye de trouver des images. On a toujours ses écrits. Coach Barma. Voilà quelques images. J'ai décidé effectivement de vous parler de ces philosophes africains qui sont méconnus, ces philosophes qui ont utilisé beaucoup la tradition orale. Et pour la majeure partie, tant que la pensée n'est pas écrite, elle n'est pas philosophique, ce qui est faux. Je rappelle tout simplement que Socrate n'a jamais écrit et c'est l'un des plus grands philosophes du monde. Jusqu'à présent, sa pensée productive a été inspirée, a inspiré Platon, Aristote et toutes ces traditions philosophiques. Nous avons dans notre patrimoine des philosophes. Le professeur Souleymane Bachir Diagne en parle tout le temps. Le professeur, comment il s'appelle encore, Djibril Samb en fait autant. Le professeur Sémou Paté, mais aussi Mamoussé Diagne dans son dernier ouvrage sur l'oralité, un ouvrage monumental, parle effectivement de ces philosophes de la tradition orale. Liliane Kestelout, que vous connaissez, pas plus tard que 72 heures, le professeur Babacar Diop, maire de Thiès, nous dévoilait effectivement un penseur que je ne connaissais pas, Thierno Souleymane Baal, qui a pensé effectivement la politique. Nous avons Ndamal Gossas, nous avons dans tous les territoires africains des sages qui ont beaucoup dit, pensé, tous les univers de la pensée, tous les domaines de la pensée, l'astrologie, je pense à Fass Touré, à Fass Touré, effectivement, il y avait un penseur qui avait pensé et mis en place une horloge astronomique, je crois, si ma mémoire est bonne. Donc c'est pour vous dire tout simplement que la philosophie n'est pas consignation à travers l'écriture, elle est une pensée productive et active, et la critique est extrêmement possible aussi. Je vous rappelle que les joutes oratoires, dans les joutes oratoires, on peut faire de la critique, de la controverse, etc., etc. Ce n'est pas parce que l'oralité est fragile et disparaît avec la mort, mais il y a une tradition de la conservation de la parole qu'on retrouve chez Djibril Tamsir Niane dans l'épopée mandingue Sundiata, où effectivement le griot mourait s'il falsifiait la vérité. Donc il y avait effectivement une certaine cohérence et une volonté de garder la vérité. Je vous rappelle ici que Coach Barma s'appelait Birima Mahoura Demba Kholé Fall, plus connu sous le nom de Coach Barma. Fall fut certainement le plus grand penseur et philosophe sénégalais, l'un des plus grands en Afrique. Ses maximes et sentences font partie de l'univers de la culture Wolof. Fils du village de Ndjongé Fall, dans l'arrondissement de Ndande, à Louga, Coach Barma Fall est né vers 1584 et mort en 1654. Passé maître dans l'art de la parole, dans le langage Wolof, il a fasciné aussi bien ses contemporains que la postérité. Penseur moraliste et poète, Coach est un sage qui a vécu au temps du Damel Demba Fall dans le royaume du Cayor. L'homme qui maîtrisait ainsi parfaitement sa culture et sa langue, maniait avec aisance les concepts et les formules les mieux élaborés. Il incarne l'encyclopédie orale de milliers de proverbes et maximes et passe pour ce philosophe du bon sens populaire, porte-parole des sans-voix et régulateur de sa société. Il organisait aussi des agoras avec d'éminents autres sages du royaume et le fruit de ces échanges et les idées qui en émanaient servaient au roi pour une meilleure gouvernance de la cité. On parle du philosophe conseiller que mon professeur, le professeur Romer Damien, a bien écrit dans ses publications. Oui, on lui attribue plus de 5000 adages ou maximes, comme il ne manque pas d'hommes qui désirent le bien-être, mais ceux qui le procuraient ne sont plus. Ou encore, So Begrei Argor Deko Djoch Besbou Nek Lumu Dende Bu Yag et Nga Defko Mala. Si tu veux enlever à une personne sa dignité, son humanité, donne-lui chaque jour de quoi se nourrir.
À la longue, tu feras de lui un animal. Koch avait ainsi compris que la dépendance était esclavage. C'est pourquoi nous pensons qu'il faut effectivement que chacun ait le minimum syndical pour être libre, et cette liberté va te permettre de décider et de choisir. À cette époque, 4 célèbres touffes caractérisaient effectivement la tête de notre penseur. À cette époque où le crâne rasé était la norme, les 4 touffes de cheveux de Koch Barma, puisque c'est ce qu'il avait sur sa tête, symbolisaient autant de vérités morales, seulement connues de lui et de son épouse. Cette dernière, qui avait déjà un enfant d'un premier lit pressé par le damel, finit par les lui révéler. Tout a un sens, tout signe a un sens, et ça il faut le savoir. Rien n'est innocent. Rien n'est innocent. Tout signe, tout tracé est un langage, et il faut avoir les moyens de les décoder pour les comprendre et les utiliser. Alors, voici le sens des 4 touffes. Et il n'y avait que Koch Barma et son épouse qui connaissaient. Suivez bien. Il dit: un roi n'est pas un parent ni un protecteur. 2. Un enfant du premier lit n'est pas un fils, mais une guerre intestine. Il faut aimer sa femme, mais ne pas lui donner toute sa confiance. Un vieillard est nécessaire dans un pays. Il continue: furieux de la première maxime, le roi condamna le philosophe à mort. Mais un vieillard réussit à convaincre le roi de l'épargner. Ceci démontra bien la réalité des vérités de Koch Barma. On a connu aussi cette figure avec Socrate. Il y a beaucoup de similitudes entre Socrate et Koch Barma. Mais continuons. Je vous laisserai effectivement faire ces parallélismes-là pour comprendre effectivement que la philosophie n'est pas l'apanage d'une culture. La philosophie appartient à l'humain. Et l'humain n'est pas seulement occidental, l'humain est partout. On nous parle de son mausolée, construit par le ministère de la Culture et inauguré le 30 juin. En fait, oui, nos gouvernants ont essayé effectivement depuis, comment dire encore, pour conserver la tradition et marquer l'histoire, ont essayé effectivement de restaurer la maison, tout ce que Koch Barma avait fréquenté, touché, etc. Sa maison, le puits, etc. Il y a un grand philosophe, Boubacar Boris, qui a écrit effectivement sur Koch Barma, ce qui est une excellente chose à préserver. Et je vous disais que le professeur comment il s'appelle encore, Ibader Cham, a écrit aussi ce texte que j'ai gardé depuis 30 ans, je crois, que j'ai souvent utilisé. Et voici ce qu'il nous dit: il y aura des répétitions, mais la répétition est une pédagogie. Koch Barma Fall, ce philosophe auquel nous devons tant. La première année du XVIIe siècle, alors Ibader Cham est un historien bien entendu, avait été pour le Cayor des années exceptionnellement fastes si l'on les compare aux tribulations consécutives de la bataille de Janki de 1549, au terme de laquelle ce royaume avait rompu les anciens liens de vassalité qui le liaient au Jolof. À la suite de la victoire d'Amari Ngoné Sobel sur le Bourba Lelou Fek, pendant plus d'un demi-siècle, de 1600 à 1664 environ, les règnes de Mahoureye Kouley, de Biram Manga, Mbanga et Major, premiers, avaient apporté aux populations la paix, la stabilité, le bien-être et la prospérité. Les images. Alors, les hivernages avaient généralement été pluvieux. La terre avait été généreuse, les champs verdoyants avaient produit diverses céréales, tandis que les vergers avaient connu une plantureuse production fruitière qui avait enrichi l'alimentation locale. Les lacs, les étangs et les marigots n'avaient pas des amplis d'eau. Le poisson, le bétail, le lait avaient été abondants. On n'était pas effectivement dans le réchauffement climatique, bien entendu.
La tradition orale rapporte que, mis à part l'intermède du régime de Daoud Demba, le pays connut un bonheur presque parfait, en tout cas jusque-là inconnu. Entre 1647 et 1664 environ, le royaume était dirigé par Major, homme de paix, de dialogue et d'ouverture, ayant connu l'adversité et l'exil avant d'accéder au pouvoir. Il avait acquis à l'épreuve de la vie la connaissance des hommes doublée d'une sagesse raffinée et d'une intelligence pétillante. Mécène avant tout, aimant les arts, les lettres et la musique, ce fut sous son règne que le khalam fut inventé. Le khalam est une musique traditionnelle du Sénégal. Il organisa dans sa cour et s'entoura d'hommes de talent, pétris d'expérience, parmi lesquels des savants, des érudits, des diplomates et des penseurs, dont le plus illustre fut sans conteste Koch Barma Fall. Oui, à l'époque, les rois mécènes s'entouraient effectivement de gens prestigieux qui avaient du savoir et du talent. Oui, c'était comme ça. Voilà, des experts dans leur domaine. Et comme je vous dis, le roi n'est pas censé tout savoir, mais c'est son entourage qui doit être très cultivé. C'est son entourage qui va le servir. C'est son entourage qui va le conseiller, etc. On devrait prendre exemple, effectivement, dans nos traditions pour pouvoir nous diriger. Mais nous empruntons toujours le savoir étranger et nous occultons notre patrimoine immatériel, alors que notre patrimoine est riche. Le professeur Babacar Diop, maire de Thiès et maître de conférence en philosophie, nous a parlé de Thierno Bal, et il y en a tant d'autres. Et c'est ça qu'il faut faire. Et le professeur Tchoub, historien qui est venu au gingembre littéraire du 7 décembre 2023 à Paris, organisé par notre ami de Genève, Gorgui Ouad, nous disait tout simplement que nous devons apprendre à nous connaître. Et le professeur Ramatoulaye Diagne Mbang nous disait qu'il faut donner à l'Afrique son innocence, à l'avenir son innocence. Il faudrait tout simplement créer, inventer. Il faudra retrouver aussi ces choses anciennes et les mettre au goût du jour en les adaptant. Nous sommes riches, mais nous oublions ces richesses-là et nous sommes attirés vers l'ailleurs, alors que les choses sont à côté de nous. Il nous faut apprendre à nous regarder, à nous repenser pour penser le monde et nos activités. Né, pense-t-on, aux environs du début des 2 dernières décennies du XVe siècle, vers 1584, dit certaines sources, Koch Barma Fall avait reçu une formation sociale, humaine, morale et intellectuelle particulièrement soignée, qui mit en éveil son intelligence, aiguisa son esprit, dopa sa volonté et raffina son jugement. Né doué d'une capacité de réflexion hors du commun, d'une connaissance fine et profonde de sa société, d'une capacité d'écoute et d'observation des êtres et des choses, connaissait parfaitement l'âme humaine et ses ressorts les plus intimes. Il avait en plus le sens du bien, du beau, l'art de la formule juste, mesurée, imaginée et percutante, servi de surcroît par un don presque inné de la conceptualisation et de la formalisation. On dit souvent que les intellectuels, les savants sont en marge de la société. Oui, les savants ont la capacité d'être en marge et dans la société. Et même s'ils sont en marge, ils ont un regard percutant, parce que cette distanciation leur permet effectivement de voir et de bien comprendre. Ce n'est pas parce qu'on est englué dans le réel qu'on comprend le réel. Tant qu'on n'a pas cette capacité de se distancier, de prendre de la distance, ben quelquefois on est aliéné. Et Platon le dit très bien au livre 7, dans le mythe de la caverne, effectivement, ces esclaves qui étaient attachés et qui pensaient que les ombres étaient les réalités alors que c'était tout simplement du simulacre. Voilà, il fallait une PDIA nouvelle pour leur apprendre effectivement à observer, à leur apprendre à regarder pour comprendre que ce qu'ils voyaient n'était pas le vrai mais le faux et que pour trouver le faux, le vrai, il fallait une éducation, une instruction, une PDIA. Et ça se faisait dans la douleur, il fallait couper et cautériser pour retrouver effectivement l'essentiel.
Maîtrisant parfaitement sa culture, sa langue et sa civilisation, et connaissant à fond tous les arcanes de sa société dans ce qu'elles avaient de noble, de grand et de généreux, mais aussi de dérisoire, de futile et de mesquin, Koche Barma fut un philosophe du bon sens populaire, de la vérité et du courage dont les maximes, les sentences, les pensées et les adages fourmillent de leçons de sagesse, de vie, de convivialité, de réalisme et de lucidité qui comptèrent et qui comptent encore parmi les valeurs spirituelles et morales essentielles sur lesquelles repose la société en Wolof en général. Donc, Koche Barma écrit ici, comme je vous le disais, par le professeur Feu Ibader Cham. Alors, sa critique des mœurs n'a épargné ni les riches, ni les humbles, ni les puissants, ni les faibles. Elle charrie à la manière d'un torrent les matériaux divers d'une humanité bigarrée parce que plurielle, dans laquelle l'être générique se révèle en entier, avec ses passions, ses défauts et ses faiblesses, sans phare ni clinquant. Le philosophe et l'intellectuel se moquent du statut de l'individu. Ce qui l'intéresse, c'est la vérité. Ils cherchent toujours la vérité, à dire la vérité. C'est pourquoi ils sont souvent les ennemis des rois et des puissants. Parce qu'ils n'aiment pas le miroir. Ils n'aiment pas qu'on leur révèle la chose. Et l'intellectuel ne peut, le vrai intellectuel, garde sa dignité. Et il préfère, et Socrate l'a très bien montré, dire la vérité ou mourir. Eh bien, effectivement, parce qu'il voulait garder sa dignité et dire ne pas tromper les gens. Il a passé tout son temps à combattre les faux dévots, ceux qui croyaient savoir alors qu'ils ne savent rien. Voilà, hein, on l'a obligé effectivement à boire la ciguë parce que tout simplement, il ne voulait pas compromettre sa dignité et ses valeurs. Hein. Voilà, est-ce qu'il était préférable de vivre ici indigne plutôt que de mourir avec sa dignité et sa moralité? Il avait bien choisi et vous le savez très bien. Ce fut pour illustrer cette réalité irrécusable que Koche Barma Fall avait choisi de ne laisser pousser sur sa tête que ses 4 touffes de cheveux, dont chacune symbolisait une vérité dont il détenait seule la signification secrète. La première touffe était une critique de l'absolutisme royal, des mécanismes arbitraires par lesquels il exerçait et de son caractère tentaculaire. Elle s'appuyait à cause de cela sur le paradigme de base selon lequel on ne doit jamais faire confiance à un roi, fût-il un parent ou un ami, car la raison d'État, l'instinct de conservation, l'esprit de puissance, l'autorité et de profit peuvent à n'importe quel moment prendre le pas sur l'éthique, le droit et la vertu. Quand vous sondez l'histoire du monde, vous avez bien vu des guerres fratricides, l'homme de pouvoir qui a tué son frère, son cousin, ou ceux-là qui étaient proches et qu'il soupçonnait effectivement de jalousie, etc., pour des intérêts étatiques et pour maintenir effectivement son pouvoir, il est capable effectivement d'éliminer certains collaborateurs ou certaines personnes ou certains ennemis ou certains opposants, suivez mon regard. La deuxième touffe traduisait une réalité maintes fois révélée par la vie, dans la société de tous les temps. Les sentiments qu'un fils peut nourrir pour l'homme qu'il a engendré et dont il porte le sang et le nom ne peuvent jamais être égaux à ceux qu'un fils issu d'un premier lit peut avoir vis-à-vis du nouveau mari de sa mère. Koch en tirait la conclusion qu'un enfant qui n'est pas de ton sang ne doit jamais être considéré comme ton véritable enfant, quelle que soit l'intimité des liens et le pouvoir des sentiments partagés avec lui. On le voit très bien dans les donations, dans les dons, dans les transferts d'enfants, où effectivement, un jour, l'enfant peut dire « Tu n'es pas mon père, tu n'es pas ma mère ». On a souvent entendu ça. Et on dit, quel enfant indigne. Non, c'est la vérité. Vous n'êtes pas son père. Si vous l'avez adopté, oui, vous lui avez tout transmis, tout donné. Mais vous n'êtes pas en réalité son père. Et ça, c'est une réalité qu'on ne peut pas refuser. Et donc, du coup, s'il a envie, effectivement, de dévier, ben, il le fera. Si son intérêt est en jeu, ben, il le fera. Et c'est une vérité qu'il faut accepter. Elle est dure, mais il faut l'accepter.
La troisième touffe symbolisait une vérité vieille comme le monde et la fatalité, celle-là même que la sagesse antique véhiculait à travers l'histoire de Samson et Dalila. Koch enseignait ceci: n'aime jamais la femme au point de lui faire une confiance aveugle, totale et absolue, et de lui révéler tous tes secrets. Parce que la vie change et les êtres humains aussi. Tu pourrais un jour regretter d'avoir été trop confiant et trop prolixe. Et le professeur Djibril Samb, dans cet tome, je pense que c'est dans le tome 5, où il disait, dans l'heure de philosophie, qu'il est difficile de rester humain. Qu'il est difficile de rester humain. C'est-à-dire que les tentations, les manipulations, la vie, l'environnement sont tellement puissants que rester humain est difficile. Quelquefois, on déroge, on dérape, etc. Et moi, je disais qu'est-ce qu'il est facile d'être humain, parce qu'effectivement, on peut avoir une capacité de résistance pour tenir notre éducation, notre foi. Mais effectivement, le dérapage est toujours possible, parce que nous sommes des êtres limités et imparfaits. Limités et imparfaits. Et c'est cette imperfection-là qui peut nous perdre un jour, un moment de démence, un moment de folie, d'égarement, tout de suite, ben voilà. Bien, la quatrième et dernière touffe illustrait l'adage selon lequel les personnes âgées sont aussi nécessaires à l'équilibre et au bonheur des sociétés humaines que l'air à la vie, la personne âgée. J'ai fait une conférence à Troyes en 2008, je crois, 2008, il y a longtemps, je ne me rappelle plus, où je disais le titre de ma conférence intitulée « En Afrique, une personne âgée est une vedette ». Les papis français et les mamies m'ont regardé comme ça. Pardon? J'ai dit, ben oui, chez nous, les papis et les mamies, les grands-parents sont des vedettes. Et ici, oui, parce que eux, quand ils vieillissent, on les met effectivement dans des foyers, dans des EHPAD, etc., et dans des structures. Mais ça, ce n'est pas à critiquer, c'est à constater tout simplement, c'est tout simplement le fonctionnement de la société occidentale. Hein. Il y a des appartements qui sont exigus, le besoin de liberté, etc. Donc, on va mettre les papis dans des structures où certaines personnes pourront s'en occuper parce que les enfants travaillent et ne peuvent pas s'occuper effectivement des personnes âgées. Mais quand même, il y en a qui, effectivement, les gardent chez eux, essayent de trouver les moyens, effectivement, pour s'en occuper. Chacun choisit sa façon de faire. Personne dans tout le Cayor ne connaissait le secret de Kochba que Koch avait enfermé dans ses 4 touffes de cheveux, à l'exception de sa femme, à qui, dans un moment d'inadvertance, il les avait révélés. Il les avait révélés au roi, qui, effectivement, a utilisé de subterfuges pour que la femme de Koch Barma lui révèle effectivement tous ses secrets. Or, la coiffure atypique de Koch intriguait tout le Cayor, chaque village y allait de ses conjectures. Le roi voulut en percer le mystère, il y parvient en soudoyant la femme du philosophe au prix de multiples cadeaux. Celui-ci lui en révéla le sens, l'argent. L'argent, la puissance, la volonté de briller, l'incapacité de tenir sa langue. Voici des choses qui sont difficiles et que nous retrouvons partout à travers le monde. C'est alors que, choqué par le jugement sévère que son conseiller préféré avait écrit sur les rois, le maître du Cayor décida de punir Koch Barma pour ce qu'il considérait comme une ingratitude. Il ordonna qu'on lui coupât la tête. Koch fut ainsi arrêté et délesté de tous ses vêtements, à l'exception de son pantalon. Conduit sur la place publique où tout le village était convié pour l'exemple, on lui ordonna de s'agenouiller. Alors que le bourreau allait exécuter sa sale besogne, le fils que la femme de Koch avait eu d'un premier mariage avait remarqué que le pantalon que le mari de sa mère portait était le sien. Il surgit subitement de la foule et, marchant d'un pas ferme vers le prisonnier, l'invita publiquement à le lui rendre séance tenante. Il voulait l'humilier,
le mettre à nu, parce qu'il ne voulait pas qu'il fût taché du sang. Rappelez-vous, le fils adoptif n'est pas un fils. Cette attitude inattendue avait suscité des paroles d'indignation et de réprobation, qui prirent une telle ampleur qu'un des patriarches du village, passant par là, demanda ce qui se passait. Informé, il s'adressa publiquement au roi, intercéda en faveur de Koch Barma et put ainsi obtenir l'annulation de la sentence qui le frappait. Ce fut alors que, se tournant vers le roi et son peuple, Koch leur dit: « Les événements qui viennent de se dérouler ne confirment-ils pas les secrets que mes 4 touffes de cheveux symbolisaient ?» Tout le monde en convint. Les exemples, les faits sont têtus, les faits sont là. On démontrait effectivement que Koch avait raison. Surtout, Koch était en avance, le philosophe, le penseur est en avance sur son temps. Et il est bon, souvent, d'écouter le penseur. La tradition orale est très riche. Il faut que nous, intellectuels, penseurs, écrivains, que nous réinvestissons ce patrimoine immatériel. Il n'y a pas longtemps, je disais au fils de Abdulaziz Junior, que chez les Tidianes, il y a plus de 90% de pensées, d'écrits, de choses non traduites. Il faut que l'Afrique se remette à traduire. Parce que nous les avons dit dans des langues, comment dire encore, dans des langues différentes, et nous ne les avons pas traduits. Donc ce vaste savoir est caché et enseveli. Et il est temps, comme le dit le professeur Suleiman Bachir-Diagne, de faire de la traduction. Et la traduction est une hospitalité, c'est un accueil. Donc, les traduire, c'est montrer toute la richesse, tout le patrimoine insoupçonné que nous avons. Et c'est aux jeunes d'investir. Si vous trouvez un poème en Wolof, en Djola, en Sosé, en Bamoun ou en Lingala, etc., mais traduisez-le, remettez-le à quelqu'un d'autre pour qu'il voit si la traduction est bonne ou pas. Associez-vous pour traduire ensemble et le résultat sera bon forcément. Voilà, moi quelquefois je ne maîtrise pas très bien le Wolof, je demande dans un texte du professeur Babacar Diop, la vocation de servir, son dernier ouvrage, il a parlé du Denkan, c'est-à-dire qu'on te confie. Et je voulais trouver, c'est un concept Wolof qu'on peut traduire en français, mais c'est tout simplement qu'on te confie quelque chose. Le pouvoir, on te le confie. On te le confie. Donc tu es au service du peuple. Voilà. Tu es au service du peuple. Tu dois te mettre plus bas. Une certaine humilité. Quand on te confie quelque chose, c'est véritablement un gage de responsabilité. Et il faut être à la hauteur. On ne va pas confier une mission à quelqu'un d'indigne. Vous voyez, ces concepts-là, nous les avons. Et le professeur Hassan Silla, effectivement, dans son livre, La philosophie Wolof, a conceptualisé le Ngor, le Djom, le Kersa, le Mandou, etc., etc., le Nité, qu'est-ce que être Nité, etc. Donc, nous avons dans notre patrimoine immatériel véritablement des concepts qui méritent effectivement d'être réinventés. Et comme le disait un professeur ivoirien, qui disait que nous pouvons utiliser la tradition dans la modernité. Mais bien souvent, nous ne regardons que la modernité et nous oublions la tradition. Il n'y a pas d'antinomie. La tradition est riche. Mais investissons cette tradition. Prenons les bons aspects. Parce que maintenant, vous savez que la modernité dérive avec tout ce qui va mal, etc., le réchauffement climatique. Mais dans la tradition, exploitons des choses, combinons les deux et
prenons la substance. Chers amis, voici ce que je voulais vous dire sur Kocc Barma, ce philosophe sénégalais, qui était effectivement extrêmement fort avec ses maximes. Abonnez-vous à ma chaîne. Je continuerai effectivement à vous parler de ces sages de la tradition africaine pour que vous compreniez effectivement que l'Afrique était riche et l'Afrique a à proposer de nouvelles choses au monde. Merci beaucoup. Abonnez-vous. Pape Sissoko depuis Paris. À bientôt.